Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Daniel Goa, le président de l'Union calédonienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Union calédonienne qui réunissait son congrès extraordinaire vendredi et samedi dernier à Ouagap. Elle a notamment publié une motion sur la liste électorale spéciale pour la consultation. Une liste qui vient d'être publiée dans toutes les mairies de Nouvelle-Calédonie. Alors on a passé des mois sur la constitution de cette liste. Ça a été l'objet de plusieurs comités destinataires. Aujourd'hui, est-ce que l'Union calédonienne considère que cette liste est fiable et sincère et qu'en conséquence, la consultation sera incontestable? Avant de répondre à la question, je vais rappeler que le congrès extraordinaire, contrairement au congrès annuel, se réunit sur un ordre du jour bien spécifique. Et donc, on avait identifié 4 points. Les inscriptions sur les listes électorales, le point sur la mobilisation en faveur du oui, le point sur les rencontres menées avec l'équipe de la relation extérieure, les informations finalement sur les institutions, et puis un dernier point, c'est sur la période d'installation du nouvel État. La période de ce qu'on appelle la période de transition, au cas où le oui l'emporte le 4 novembre. Et donc, c'est sur ces points-là qu'on s'est réunis pour dire que aujourd'hui, le oui doit l'emporter parce que on serait logique quand on regarde sur le mouvement d'émancipation des peuples, on serait dans une dialectique qui obéit, qui font les lois d'émancipation. Et donc, en 2018, c'est-à-dire à l'ère de la mondialisation, ça fait déjà 20 ans qu'on est dans la mondialisation et c'est tout à fait incompréhensible que l'État continue de garder des colonies comme c'est le cas aujourd'hui. Mais vous savez bien que tous les chiffres, tous les sondages et puis les résultats des élections précédentes laissent entendre que c'est le non qui va l'emporter le 4 novembre. Mathématiquement, parce qu'on s'adresse, on se base sur des élections locales, c'est-à-dire pour les provinciales, pour les communales et même pour les nationales, puisqu'on est dans le cadre d'une liste générale. Mais on attend de voir le 4 novembre, parce qu'on pourrait avoir de bonnes surprises. Mais vous ne craignez pas, à l'inverse, une déception de la part de vos militants, de vos troupes, à qui vous dites 2 mois avant, c'est possible, on va peut-être gagner, alors qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas? C'est pas qu'on va peut-être gagner, c'est qu'on va gagner. Donc on se mobilise, on mobilise le terrain, on mobilise les 341 tribus pour gagner, pour que le oui gagne. Et vous ne craignez pas leur déception si c'est pas le cas? Non, parce que c'est le premier coup, après il y a un deuxième et un troisième. Et comme nous portons un projet de société, donc nous allons l'affiner, lui donner du contenu pour qu'il devienne un projet quotidien, que les gens puissent totalement se retrouver dedans. Et ce projet-là, il est déjà à partir d'aujourd'hui, nous envisageons le 5, c'est-à-dire la période de transition ou de mise en place du nouvel État. Et nous allons affiner les différentes procédures à mettre en place. Nous allons solliciter la participation des experts pour identifier les différentes procédures à mettre en place et la négociation avec l'État. Donc ça veut dire que de plus en plus, nous allons affiner, nous allons préciser pour que les gens puissent regarder et voir ce que nous on attend. En attendant les résultats de ce référendum, c'est donc basé, enfin les électeurs qui pourront participer, ce sont ceux qui sont inscrits sur cette liste électorale spéciale. Je le disais tout à l'heure, on en a vraiment beaucoup parlé pendant longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de la manière dont elle a été constituée? Est-ce que l'Union calédonienne estime que cette liste est fiable et sincère? Parce que c'est les mots que vous employez régulièrement. Aujourd'hui, nous avons les différents groupes de travail ont fait un bon travail.
Et donc, on est pratiquement à la fin du travail. Et ça, je remercie les équipes qui ont formulé ce travail. Je remercie également les équipes de l'UC qui ont beaucoup contribué parce que à l'UC, ça a toujours été notre combat sur la liste électorale. Et aujourd'hui, il reste pas loin de 3000 personnes dont on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils existent. Donc, quand bien même, en cas de non, comme vous dites, eh bien, le travail sur la liste va continuer jusqu'en 2020 et ça m'étonnerait qu'on ne retrouve pas ces 3000 s'ils existent. Mais en attendant, d'ici le 4 novembre, il faut arrêter de les chercher. Selon vous, ça ne doit pas être un point de blocage? Ça ne doit pas être un point de blocage, mais le travail il reste ouvert, donc il faut continuer à faire ce travail-là. Mais en l'état actuel, vous estimez que le corps électoral est tel que le résultat sera incontestable? Pour moi, non. Je pense que le travail, il est pas contestable aujourd'hui. Donc, ça donne la crédibilité au résultat du référendum. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif qui a été mis en place par l'État? Ça a été évoqué lors de la réunion du groupe plénier la semaine dernière pour permettre l'inscription des électeurs qui répondent aux critères jusqu'au tout dernier moment. Ça vous paraît une bonne chose, une bonne idée, une manière d'intégrer effectivement tout le monde? Oui, je pense qu'il faut se donner le maximum. Je regrette simplement que l'État n'ait pas passé les 20 ans à préparer ce travail-là. Il attend le dernier moment pour faire. Et ça, c'est parce que nous sommes montés au créneau. Mais sinon, je ne sais pas dans quel état nous serions arrivés au référendum. Alors le Parti travailliste, lui, conteste la constitution de cette liste. C'est ce qui motive son appel à une non-participation au référendum. Ça vous choque, cette attitude du Parti travailliste? Moi, je dirais que le Parti travailliste, en tant que structure, il a une lourde responsabilité d'abord face au peuple kanak, parce que le peuple kanak, aujourd'hui, il a rendez-vous avec son histoire. Et c'est la deuxième fois, enfin la troisième fois, puisqu'il y a eu l'accord 88, 98, 58. Et là, c'est la fin de ce parcours. Donc, il faut sortir avec il faut aller voter pour aller, comment on dit ça, confirmer notre combat. Mais en tant que parti, j'ai du respect. Mais moi, j'appelle quand même les militants du Parti travailliste à bien réfléchir sur la conséquence de cette action de ne pas aller voter. Je dirais qu'en tant qu'indépendantiste, ça n'a pas de sens parce que ne pas aller voter, c'est renforcer la majorité du non. Et donc, on sera complice et nous saurons en tenir compte. Est-ce que certains à l'Union calédonienne ont été tentés par une non-participation ou est-ce que tout le monde à l'UC voulait participer? Vous avez dû batailler en interne aussi pour convaincre certains de ne pas choisir la non-participation? Oui, parce que même le mot boycott est venu dans nos instances directeurs. Donc, dans les débats, on a entendu des militants, des responsables commencer à vraiment affirmer le mot boycott. Donc, moi, je me suis dépêché de taire à jamais dans nos instances ce mot-là pour dire que ceux qui ne se sentent pas bien dans l'UC, parce que l'UC va aux élections, la porte est ouverte. Mais on reste dans l'UC et on va voter. Et vous n'avez pas de doute, tous les militants de l'UC vont participer? Oui. Mais votre inquiétude, en revanche, c'est l'abstention dans le milieu indépendantiste. Vous avez le sentiment qu'il y a un certain nombre d'indépendantistes qui pourraient ne pas aller voter, ne pas avoir envie d'aller voter? Il y a beaucoup. Je sais que les médias locaux savent bien exploiter les quelques personnes qui s'interrogent encore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme on voit, la sérénité s'est installée au pays parce que les gens ont déjà fait leur choix. C'est oui ou c'est non. Mais ça, c'est une bonne chose. Et l'abstention, c'est quelque chose qui vous inquiète quand même? Ça m'inquiète parce que quand je regarde dans les élections locales, surtout locales, puisque là, communal, provincial, on se rend compte que les abstentionnistes, c'est beaucoup dans les communes indépendantistes et ils frôlent les 40% des électeurs. Donc ça, c'est la grosse partie du travail qu'il faut faire sur le terrain.
Donc nous, nos structures, ils sont mobilisées depuis déjà un peu plus d'un an. Et ils font les 341 tribus et les villages, les squats, tous les espaces sont investis pour essayer de porter ce message. Donc, on verra comment le résultat de ce travail, on le saura le 4 novembre. Alors vous reprochez à l'État d'avoir mis longtemps à établir la liste électorale spéciale, à se pencher sur le sujet. En revanche, aujourd'hui, globalement, avec cette liste électorale, avec les bureaux délocalisés pour les électeurs des îles, avec les dispositions spécifiques pour les procurations, vous avez le sentiment que l'État a fait le travail, qu'il a bien préparé ce scrutin? Oui, il a... Bon, comme je redis, hein, c'est pas faute d'avoir... c'est parce qu'on a poussé. On a été au comité de signataires et puis on est revenu sur le politiquement clos pour dire que la situation n'est pas réglée et ça rend le résultat contestable. Et donc aujourd'hui, il a fait ce qu'il faut. L'État a travaillé de son côté avec les responsabilités qui sont les siennes. Et je pense qu'à aujourd'hui, les personnes qui restent, voilà, on ne sait pas s'ils existent ou pas. Mais le travail, il est réalisé aujourd'hui et ça ne peut pas être un point de blocage à aujourd'hui. Alors, quelle doit être, selon vous, la communication de l'État d'ici le référendum? C'est une question qui a été soulevée lors de la réunion de jeudi dernier, du groupe plénier en format du comité des signataires. Il n'y a pas eu de consensus sur la question apparemment. C'est comment l'État doit-il communiquer sur les enjeux de la consultation et est-ce qu'il doit communiquer? C'est quoi votre position à l'UC? Aujourd'hui, moi, de prime abord, c'est que aujourd'hui, l'État ne devrait plus communiquer. Parce que la balle, il est entre nous, les Calédoniens. C'est le oui ou c'est le non. Donc c'est nous qui devons nous parler. C'est nous qui devons parler aux Calédoniens. À eux de choisir. L'intervention de l'État, il aurait pu faire ça plus tôt. Parce que s'il intervient, je pense que le non, cas de non, ça va continuer tel qu'on fait aujourd'hui, puisque c'est précisé dans la loi organique. Mais en cas de oui, je pense que c'est là-dessus que l'État il va faire la communication. Donc d'une manière ou d'une autre, l'intervention de la communication de l'État va influer sur si ce n'est pas sur le vote, au moins sur les tensions. Donc vous êtes opposé à cette communication de l'État, pourtant il y a un texte qui est préparé actuellement. Oui, il y a un texte qui est préparé, mais je ne pense pas que c'est une bonne chose. Et vous n'allez pas donner votre accord, vous n'avez pas validé ce texte? Nous, on n'a pas discuté de ça à notre congrès, donc je ne sais pas ce que les gens de l'UC ils vont penser. Ça se trouve, ils vont dire de voter oui. En cas de... Si le texte est favorable, oui, pourquoi pas? Nous porterons très, très hautement ce travail. Vous avez participé en revanche au groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir. Est-ce qu'il a été utile selon vous? Vous qui dites qu'il faut qu'on parle entre Calédoniens, vous avez trouvé que ça a servi à quelque chose, toutes ces réunions? Quand on a sorti le document sur les valeurs comme celui du bilan, bon, le bilan, c'est un bilan. Et puis, ça dépend qui le fait. Parce que chacun peut faire son bilan, chacun a sa porte d'entrée pour faire son bilan. Donc, c'est pas évident de trouver... mais on a essayé de travailler comme ça. Les documents sur les valeurs, on ne sait pas c'est pourquoi faire. Et ça, c'est une question à laquelle on n'a jamais su répondre jusqu'au dernier moment. C'est pas faute de l'avoir posé à plusieurs reprises, jusqu'à Paris, au comité de signataires. Donc, on a rempli une mission commandée par le Premier ministre, et puis même à moitié, puisqu'il y a plein de travaux qui n'ont pas été menés suite au désaccord qu'il y a entre nous et les non-indépendantistes. Et puis, ce groupe de travail-là, il a eu le mérite de changer, même assez durement, assez fortement. Mais on a pu discuter ouvertement, puisqu'on sait que
Nous, personne, nous, on n'a pas été habilités à engager dans différents mouvements, sur beaucoup de représentants. Et puis, ça fait qu'on a pu discuter ouvertement. Le regret, c'est que on a des représentants qui sont partis, qui ne se retrouvent plus dans nos discussions. Et c'est pas une bonne chose, parce que je pense que là, même si on n'engage rien, rien que l'image que des responsables soient ensemble, je crois que c'est donner de l'espoir aux Calédoniens. Et puis, maintenant, on va voir ce que ça va donner, parce que apparemment, c'est pas toujours aussi simple que de vouloir revenir dans ce groupe, parce que le groupe, c'est le groupe de la légitimité, c'est là où il y a les indépendantistes et les non-indépendantistes. Et aujourd'hui, les non-indépendantistes, c'est que Philippe Gomez. Il manque une moitié de la population, parce que les responsables sont sortis. Et moi, c'est pour ça que je parle beaucoup de la légitimité, parce que la légitimité, c'est les trois composantes de l'accord. L'État, nous, et puis les non-indépendantistes. Et puis, on ne peut pas discuter à une partie des non-indépendantistes, puis toute la moitié, ils sont dehors. Ça ne tient pas la route, quoi. Après le référendum, vous pensez que vous allez pouvoir discuter avec tout le monde ? Si c'est oui, on est obligé. Et si c'est non, on est obligé. Donc, la Calédonie continuera à tourner, quel que soit le résultat. Hein. Mais il faut que les Calédoniens se parlent. Et là, vous pensez que les non-indépendantistes qui ont refusé de travailler, de participer au groupe de dialogue sur les chemins de l'avenir, on pense notamment on pense aux Républicains calédoniens et au Rassemblement Les Républicains, vont revenir autour de la table et que là, vous serez prêt à discuter avec eux ? Là, c'est suite au... Comme c'est les thématiques qui ont été abordées, puis la discussion dans son cours, ont fait que les personnes, là, les responsables, sont sortis. Mais il n'y a pas de raison qu'ils reviennent et puis que les choses continuent de fonctionner. Donc je pense que c'est une partie de la Calédonie qui se met un peu en dehors de la dynamique, quoi. Donc je pense qu'il faut que, même s'ils reviennent, ce serait une bonne chose. Cette charte des valeurs calédoniennes, vous dites, vous ne savez pas à quoi ça sert. Vous l'avez signée ou vous ne l'avez pas signée ? Il y a eu des confusions autour, on ne sait plus trop. Alors, à Paris, la première version que nous avons travaillée, que nous avons finalisée à Paris, on l'a signée parce que on a rendu au Premier ministre le travail qu'il nous a commandé. Donc, on l'a tout signé. Et ensuite, quand on est revenu, il a été conseillé de consulter la population par le biais de l'État. Et nous avons le retour de cette consultation. L'État les a intégrés, donc nous sommes revenus dessus. Mais nous avons signé le communiqué qui annonçait le travail. Nous n'avons pas signé le communiqué, la charte des valeurs, parce que c'est déjà un document qui est restitué. Mais globalement, ces valeurs qui sont détaillées, qui sont déclinées, qui sont expliquées, l'Union calédonienne est d'accord avec ces trois groupes de valeurs ou non ? Oui, mais il y a des références sur lesquelles on a concédé. Comme il n'y a que les Républicains qui n'ont pas voulu concéder quoi que ce soit, donc ils sont sortis. Mais quand on reste autour de la table, il faut élaguer son âme, hein, parce qu'on n'est pas tout seul. Donc on a accepté certaines choses qui sont par exemple, les références à la 4e République, tout ça, c'est pas nos références. Ça. Mais parce que les Calédoniens se retrouvent. Donc, il faut aller au-delà. Et sur le bilan de l'accord de Nouméa, vous avez là aussi concédé des choses ou vous estimez que globalement, tout le monde était d'accord ? Pour dire succinctement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 30 ans, mais il en reste à faire, quoi. C'est ce que dit le bilan de l'accord. Oui, le bilan de l'accord, c'est que s'il y avait un raté, c'est beaucoup plus la mise en œuvre des compétences, puisqu'on n'a pas fini. Et puis la dernière mandature qui devait
reporter 2 référendums, 3, eh bien, on n'en a qu'un qui va se faire le 4 novembre. Donc, c'est déjà un bilan de l'accord qui est mitigé. Mais sinon, sur le reste du travail, je crois qu'il suffit de regarder autour de nous pour voir les évolutions, les constructions. Quand on regarde dans les rapports, différents rapports économiques, on voit bien l'évolution du PIB. Et je crois que ça, c'est lié aux accords. Donc, il y a toujours... on peut faire mieux. Mais aujourd'hui, je pense que si on veut le mieux, on risque de trouver l'ennemi du bien. Comment se déroule votre campagne sur le terrain? Aujourd'hui, on est à 2 mois du référendum. On a l'impression que c'est très calme. Il y a des réunions politiques, mais la population n'a pas encore l'air d'être très motivée. Est-ce que c'est votre impression aussi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être mobiliser, sensibiliser davantage les Calédoniens? Non, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, je dis qu'aujourd'hui, à l'approche du référendum, au début, on a souvent des peurs, des postures. On projette sur 2019 les enjeux. Aujourd'hui, il y a une échéance qui est là, qui est devant nous, donc on est face à un mur. Et je pense que là, chacun a fait son choix. Donc les gens sont plus sereins, on n'entend plus... mais quand on va les voir sur le terrain, ils sont attentifs, ils sont là. Mais je pense que l'expression qui va être faite le 4 novembre, eh bien, la surprise va venir des abstentionnistes. Parce qu'on peut ils peuvent être mieux mobilisés que ce qu'on a connu. Les abstentionnistes qui se mobiliseraient et qui voteraient le 4 novembre. Oui, parce que ça n'a pas du tout... Enfin, c'est les messages qu'on véhicule. C'est pas le même portée qu'une élection provinciale ou communale où on vote pour un projet ou on vote contre une personne. Et là, c'est vraiment c'est l'émancipation, c'est un pas de plus. Et donc, je pense qu'on vote contre personne. On vote pour le oui. Si jamais le oui l'emportait le 4 novembre, vous dites que c'est possible, ça, vous y croyez encore, hein? Oui. Qu'est-ce qui se passerait ensuite? Quel calendrier? Est-ce que vous avez déjà envisagé les choses? Est-ce que vous avez déjà vu avec l'État? Nous avons d'abord affiné, nous avons mis une équipe qui travaille sur cette période-là. Cette période qui durerait à partir du 5 novembre jusqu'en 2022. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais nous fixons jusqu'en 2022 puisqu'on est toujours dans l'accord. Et là, cette équipe-là a identifié les différentes procédures, les phases à passer pour déclarer le pays indépendant, tisser ses relations avec les pays, tisser sa place à l'ONU, et puis ensuite discuter de la monnaie, toutes les compétences régaliennes avec l'État, négocier les interdépendances, quoi, avec l'État, et puis évidemment... Avec l'État, ça veut dire avec la France? La France. Et puis évidemment se faire reconnaître par les pays de la région comme pays indépendants. Et si le non l'emporte, comme ça semble plus probable, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut reprendre des discussions? Ou est-ce que vous préparez les 2 autres référendums? Nous allons... Notre projet, elle va aller jusqu'en 2022. C'est-à-dire que le non-là, il va nous pousser à affiner notre projet. Je dis, il faut le rendre quotidien. En disant ça, je dis, il faut le compléter, l'affiner. Il faut qu'il réponde à toutes les interrogations des gens, à toutes les peurs des gens. C'est-à-dire qu'on va être amené à harceler toutes les boîtes aux lettres de la Calédonie pour les remplir. Mais si les Calédoniens ont dit non, vous pensez que dans 2 ans, ils pourraient dire oui? Si ce n'est pas dans 2 ans, c'est dans 4 ans. À partir de quel score est-ce que vous direz, bon, c'est pas la peine, on n'arrivera pas à les convaincre? Vous attendez quoi comme score? 0. 0. Ça veut dire que Jean-Marie disait que tant qu'il y en aura un, il sera toujours à revendiquer son indépendance. Donc, ce n'est pas le score qui est important pour nous. C'est parce que pour nous, c'est une question de dignité. Même le score du non, vous ne regarderez pas l'importance? Est-ce que ça ne changera pas votre approche des choses si le non est vraiment très important? Non, si le non, parce que c'est ce qui fait la différence.
Moi, j'explique toujours, mais c'est pas très, très bien. C'est ce qui fait la différence entre le peuple kanak et puis les victimes de l'histoire. Les victimes de l'histoire, ils revendiquent de nouveaux droits. Ils réclament de nouveaux droits. Nous revendiquons la restitution des droits anciens, c'est-à-dire d'être émancipés. Et donc, c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que Jean-Marie disait que tant qu'il restera un kanak, la revendication d'indépendance sera toujours présente. Elle ne sera pas éteinte. Donc, c'est pour ça que je dis le score du 4 novembre ou de 2020-2022 n'éteindra pas cette revendication. Quand on vous dit que 3 référendums, ça va peser sur l'économie, sur le développement du territoire, sur l'inquiétude, l'incertitude en tout cas des Calédoniens, c'est pas quelque chose qui vous interpelle? Est-ce que vous dites pas il faudrait qu'on en finisse plus tôt avec cette incertitude institutionnelle? Oui, non, mais l'incertitude, elle est surtout liée à notre économie. Hein. Le nickel, le développement, la monoproduction que le pays... on commence simplement à diversifier, et ça c'est une bonne chose pour le pays. Nous rencontrons comme beaucoup de nos partis politiques, indépendantistes et non indépendantistes, les acteurs économiques. Nous, le message qu'on leur passe, c'est que nous sommes dans les mêmes combats. Nous combattons, nous revendiquons l'indépendance, mais eux, ils ont investi des milliards. Et donc, leur intérêt, c'est que demain, les investissements continuent de produire. Et d'une manière ou d'une autre, on est liés. Donc on a intérêt à ce que ce pays continue de s'enrichir, de prospérer. Alors parallèlement à la préparation du référendum, il y a tout de même des gros dossiers qui sont traités actuellement au Congrès. Vous avez siégé d'ailleurs ces derniers jours avec une très longue séance. Le ROAM, la TGC, est-ce qu'on arrive à mettre en place, à répondre à ces gros dossiers tout en préparant le référendum? Je pense qu'ils vont faire l'annonce. Je ne veux pas trop m'avancer, mais il me semble que le président du Congrès va faire l'annonce qu'on va lever un peu le pied sur les institutions pour être plus sur la campagne. Je ne sais pas à partir de quand, mais c'est ce qui a été demandé au président. Et donc aujourd'hui, les dossiers les plus importants, c'est le RUAM. Le RUAM, on a eu une séance avant-hier. Et donc, le travail va continuer à se poursuivre parce que là, on a validé. Vous avez validé la gouvernance pour l'instant? Oui. Le déficit du ROAM, il y a urgence? Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Ça ne va pas être fait... il n'y aura pas de réponse apportée avant le référendum? Non, je ne crois pas. Mais c'est une réponse plus globale. Hein. Donc, à la limite, c'est la TGC peut-être qu'on devrait... accéléré. Et aujourd'hui, la TGC, il a été acté aussi par le Congrès, malgré les discussions interminables qu'il y a eu autour de ça, puisqu'on arrive à toucher les nerfs de l'économie. Et donc, là aussi, il y a une discussion assez sévère, assez dure, et c'est passé quand même. Ça, ce sont les 2 gros dossiers. Et particulièrement la TGC, qui est un dossier qui structure notre pays, notre économie. Et donc je pense que c'est important que ces dossiers-là ils passent au moins avant la campagne électorale. Alors surtout sur ces gros dossiers, on voit se dégager une majorité Calédonie Ensemble, unie, Union calédonienne. Ça traduit quoi? Un accord sur une politique économique ou un soutien de votre part au gouvernement? Moi, je me suis fait taper dessus quand j'ai fait demander à mes mecs de voter Philippe Germain pour le ministre. Parce que j'ai regardé le programme qu'ils ont. Et on a certains dossiers qui se retrouvent sur les programmes. Mais plus particulièrement le leur, c'est un programme que j'ai estimé qu'il mettait en place les réformes nécessaires à notre pays pour être structuré. Pour nous, indépendantistes, ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas assez ambitieux, mais on a mis les socles, les fondations. Et je pense que ça, c'est important parce que c'est à partir de là qu'on peut faire évoluer les choses. Il faut que ce soit
quelque part, qu'on mette en place les réformes nécessaires. Et donc, c'est un peu ce qui fait qu'on se retrouve à 3, mais on peut se remettre à 5 ou à 7. Hein, c'est pas... Mais c'est une politique que vous continuez à soutenir pour l'instant au Congrès. Oui, voilà. Et donc maintenant, objectif pendant les 2 mois qui viennent, campagne référendaire essentiellement? Oui. On va plus que jamais, dans beaucoup de... Vous savez qu'on est organisé en CNC, c'est-à-dire les structures par commune, qui, eux, ont des référents par tribu. Et donc, dans des communes, il y a des communes qui ont fini la première tournée et maintenant, ils attaquent la deuxième tournée. Vous-même, vous êtes sur le terrain? Oui. Moi, je suis en même temps sur le terrain ici et en même temps sur le terrain à l'extérieur, en tant que porte-parole du FLNKS. Et donc, je fais l'Australie, je fais Tahiti. Là, je repars le 8 sur l'Europe. Et puis, j'ai demandé à M. Ouamitan de lever une équipe pour faire Wallis. Vous allez avoir des soutiens extérieurs éventuellement? Des gens qui vont venir de l'extérieur faire campagne pour le oui? On sait que les Corses vont être là pour nous aider. Les Corses? Oui, on sait que les Catalans, les indépendantistes catalans. Et puis, plus près de nous, il y a Oscar Temaro qui a annoncé son arrivée. Et puis, je ne sais plus parce que dans mon entretien avec M. Floss, il était question qu'il vienne, mais je ne sais pas, il travaille pour qui. Alors, mais voilà, il y a des gens qui sont prêts à venir donner un coup de main. Pas dans les partis politiques métropolitains, en revanche, il n'y a pas de soutien particulier? Non, comme d'habitude, on a les soutiens des gens de gauche, et puis du Parti communiste, et voilà. C'est pas... Mais ça, c'est des vieux soutiens, ça. Des vieux soutiens. Daniel Goa, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence. Un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'infos, c'est à 13h.